Salut à toutes et à tous, bienvenue sur l'Ultra Endurance Podcast. Alors pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis Guillaume Klein, coach et athlète ultra et j'accompagne des sportifs dans l'atteinte de leurs différents projets, que ce soit sur le plan de la nutrition, de l'entraînement ou encore de la préparation mentale. Et dans toutes les vidéos que je fais et les podcasts, on évoque tous ces sujets-là. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter les contenus que j'ai déjà créés sur tout un tas de sujets, même sur mon site internet en article, et vous trouverez certainement des réponses à vos questions. Donc aujourd'hui, c'est une capsule sur un problème qui est récurrent en ultra-endurance, c'est les soucis digestifs. Et donc on va voir comment les éviter, comment s'y préparer, parce que ça c'est la clé, et surtout éviter tout simplement l'abandon à cause de problèmes digestifs. Donc je vais vous donner tous mes conseils, ce sera un format de nouveau slide, donc je vous invite davantage à le regarder en vidéo pour avoir plus de pertinence. Vous pourrez faire des arrêts sur image, prendre des notes, etc. Et ce sera beaucoup mieux qu'en audio, ou alors le compléter, le regarder en vidéo, puis l'écouter en audio, voilà, pour avoir toutes les informations nécessaires. Avant d'évoquer cette capsule du jour, des petites news, parce que ça fait un petit moment, et en tant qu'athlète, il y a eu quand même pas mal de choses. Donc j'ai participé à l'Ultra Bike France fin août, donc un format 500 km et 9000 mètres de dénivelé positif. Donc superbe organisation, c'était génial parce que c'est quelqu'un avec qui j'échange depuis un moment, Hubert Tissot, l'organisateur. Une trace concoctée par Patrick Gilles, donc un ultra-cycliste reconnu. Et donc on avait un magnifique parcours et l'objectif pour moi était de boucler ça en moins de 24 heures. Et ça a été fait parce que j'ai mis 23h26 pour parcourir ce magnifique parcours malgré des conditions venteuses, pluvieuses et difficiles, surtout la nuit. Donc très très satisfait, et ça a été un premier pont vers en fait la dernière épreuve que j'ai terminée maintenant il y a pas tout à fait 15 jours, le Bike-in-Man X Maroc. Donc pour ceux qui me suivent, ils ont eu un petit peu les retours, que ce soit sur les réseaux sociaux, en story, Instagram, etc. Mais ça a été certainement l'une des plus belles épreuves, aventures en tout cas, que j'ai pu réaliser. J'en ai pris plein les yeux. Les Bike-in-Man, c'est toujours très très bien organisé. Alors, la spécificité du Bike-in-Man X Maroc, c'est que on a connaissance du parcours la veille seulement du départ, donc au briefing. Donc on a su la veille qu'on partait pour 1045 km et à peu près 16 000 mètres de dénivelé positif. Mais par contre, Axel Carion, l'organisateur, nous avait bien prévenu. Il y a eu des intempéries quelques jours et semaines avant, et en fait, le parcours pouvait être sensiblement modifié au cours de notre évolution. Donc, le mot était l'adaptation. Donc, on partait avec cette petite information-là, et donc le départ a été donné le lendemain, dimanche midi. Un grand soleil, c'était génial, un peu nuageux après sur les hauteurs au tout début de course, et puis ça s'est tout de suite très très bien passé pour moi. Je me suis retrouvé aux avant-postes, j'avais vraiment d'excellentes sensations, et puis surtout j'étais très très content d'être là dans ces magnifiques paysages. Alors il faut savoir que le Maroc, j'y étais jamais allé, et ça a été une superbe découverte pour moi, tant au niveau de magnifiques paysages et la bienveillance, l'accueil au niveau local. Ça a été exceptionnel par rapport à ça. Et effectivement, on a été dérouté une première fois donc parce qu'une partie gravel ne pouvait pas passer. Donc, il faut savoir que le Bike-in-Man X Maroc, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un format qui mixe route et gravel. Et donc là, une première partie gravel impraticable qu'on a dû chanter. Et étant dans les premiers, on a
subi un petit peu les premiers déroutages en fait de parcours. Et moi, arrivé au kilomètre à peu près 500, j'ai été dérouté sur une partie de route pour rejoindre une autre partie gravel. Mais cette partie gravel-là était en fait totalement impraticable. Par manque de réseau, je n'ai pas reçu le message de l'organisation. Donc, retour en fait à la case départ. Et j'ai fait quasiment 80 km en plus pour rejoindre de nouveau la trace parce que cette partie gravel avait été aussi chintée parce que totalement impraticable. J'ai dû pousser le vélo dans un col, enfin, c'était catastrophique. Donc voilà, ça m'a mis un petit peu un coup au moral, mais c'est pas grave, je me suis remobilisé. Je me suis dit tant pis pour le classement, on va dire aux tous avant-postes. Et je termine cette grande aventure parce que je suis pas venu au Maroc pour rien. Et j'aime la découverte aussi, donc j'ai simplement un petit peu plus profité. Mais le côté compétition est quand même vite revenu et je termine à une honorable 15e place sur une centaine de participants. Donc, il n'y aurait pas eu ces petites péripéties. Peut-être j'aurais certainement fait mieux. Mais l'essentiel n'était pas là parce que ce que les Marocains ont vécu sur place, c'est anecdotique par rapport à ce que nous, notre plaisir perso. Donc voilà, une expérience exceptionnelle et ça donne envie quand même d'aller découvrir des contrées autres, un petit peu plus lointaines. C'est toujours agréable de se confronter à d'autres modes de vie et on se rend compte que nous, on vit quand même dans un certain confort. Donc, ça remet un petit peu les idées en place sur ce plan-là. Voilà. Donc, pour cette fin d'année, je ne sais pas encore en termes de compétition comment ça va se passer. J'ai envie de souffler aussi un petit peu. Bien évidemment, ça ne m'empêche pas de m'entraîner quasiment tous les jours parce que j'aime ça, j'aime être la meilleure version de moi-même, comme je le dis. Puis l'homme est fait pour le mouvement aussi. Mais je me suis laissé là après le Maroc une petite semaine de récupération complète. Je reprends doucement au plaisir et ça se fera comme ça sur cette fin d'année. C'est-à-dire que si j'ai envie d'aller sur un événement, j'irai sur un événement. Mais ce sera sans contrainte, au plaisir, en suivant la voie de mes envies et surtout en respectant mon bien-être physique, mental, parce que ça c'est la clé pour pouvoir durer dans ce domaine-là de l'ultra-endurance qui est quand même très très exigeant. On va relancer, alors ça c'est pour les petites news, on va dire coaching et stage. On va relancer avec Johan Rigolet, mon ami coach, notre stage à Thonon. Donc la date va être définie là dans les quelques jours suivants et je vous en ferai part. Donc ce sera certainement sur fin mai, début juin. Donc pareil, stage ultra-cyclisme sur 3 jours. Donc ce sera la 3e édition. Et donc on se fera un plaisir de vous accueillir à Thonon. C'est toujours agréable pour pouvoir préparer vos épreuves respectives, mais aussi tout simplement partager un superbe moment entre passionnés en montagne, sur le vélo. Donc ça c'est exceptionnel. Et puis dans un très très bel endroit qui est Thonon, un endroit aussi qui nous accueille, qui est très très bien. Donc n'hésitez pas et si vous avez besoin d'infos, vous pouvez me contacter, le contacter. On se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Je vais vous laisser avec l'épisode. Donc, comme je vous l'ai dit, regardez-le plutôt. Vous pouvez l'écouter, mais ce sera un petit peu plus pertinent en vidéo quand même. Parce qu'il y a les slides, vous pouvez faire les arrêts sur image, prendre des notes, etc. Et n'hésitez pas, comme toujours, à me faire des petits retours sur les épisodes que vous écoutez, sur des idées, des sujets que vous souhaiteriez que je traite. Moi, je veux faire de ce podcast-là un outil participatif. Là, je vais avoir un petit peu plus le temps cette fin d'année d'en faire. Donc, il y aura de nouveau des formats interviews, etc. Mais donnez-moi des idées. Ça me pousse à traiter différents sujets et à répondre à toutes vos questions. Likez aussi
partager, c'est important, ça pousse à continuer, ça donne de la visibilité aussi, puis ça légitime un petit peu le travail qu'on effectue parce que ça prend du temps, effectivement. Et puis, je vous souhaite une bonne écoute, un bon visionnage. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut! Bon ben voilà, on se retrouve après la petite introduction pour la capsule du jour. Donc, on va évoquer toutes les spécificités de la nutrition sportive pour mener à bien nos projets d'ultra-endurance, parce qu'il faut savoir que c'est réellement un des rouages essentiels de réussite. Euh, et il y a un constat flagrant quand même qui apparaît, c'est qu'il y a de nombreux abandons aujourd'hui sur les épreuves d'ultra-endurance à cause de problèmes digestifs. Et plus la distance, elle s'allonge et plus c'est vérifié. Donc, on peut se poser la question, c'est comment éviter les troubles digestifs, comment éviter le fameux DNF à cause de problèmes digestifs et surtout prendre du plaisir parce que courir, rouler ou autre avec des soucis digestifs, ça nous met à mal. On a des idées noires, au-delà des sensations physiques, ça nous impacte au niveau de la performance, mais ça nous impacte aussi mentalement. Donc, ce qu'on veut, c'est éviter ça et éviter la prise de décision qui amène au DNF. Donc, c'est important de s'y attarder pour éviter d'avoir ces soucis-là. Donc, ce qu'on veut, c'est bien nourrir notre performance. Au même titre que ce qu'on va mettre dans notre voiture, l'essence qu'on va mettre dans notre voiture, la nutrition à l'effort, c'est le carburant du moteur de notre organisme. Ces objectifs, ça va être de favoriser le confort digestif tout en maximisant le niveau d'énergie. Et plus le temps d'épreuve s'allonge, plus il est important, plus notre stratégie de nutrition, elle va avoir un rôle majeur dans notre performance et la réalisation de l'effort qu'on doit faire sur notre ultra. Donc, on va passer par une phase d'entraînement digestif. On va entraîner son système digestif au même titre que vous entraînez de façon physique. On va essayer d'améliorer au fil de nos entraînements notre tolérance digestive, avoir un meilleur écosystème digestif pour éviter les troubles gastro-intestinaux à l'effort. Euh, sur un effort d'ultra, on va devoir apporter de l'énergie de façon régulière et suffisante pour soutenir cette performance, malgré qu'on ait un ralentissement en fait de nos capacités de digestion. Il faut savoir que à l'effort, le corps en fait, il va déverser au niveau sanguin, au niveau musculaire, au niveau pulmonaire, au niveau cardiaque, mais au détriment du système digestif. Donc, il est un petit peu mis en veille. Le sang est davantage utilisé pour la fonction de l'effort plus que pour la fonction digestive. Donc, c'est un peu compliqué d'avoir de bonnes fonctions digestives, entre guillemets, à l'effort. Donc, l'objectif là-dedans, c'est vraiment d'optimiser la vidange gastrique. Et comment on optimise cette vidange gastrique? C'est en habituant, en s'entraînant euh, à ingérer de plus grandes quantités alimentaires, mais aussi hydriques à l'effort. On va essayer d'implémenter de plus en plus de rations énergétiques via des glucides, en augmentant notre taux de glucides. Ça va permettre d'améliorer nos transporteurs internes pour optimiser nos capacités d'assimilation. Aujourd'hui, je vois beaucoup trop de communication envers des orientations à l'effort strict cétogène, par exemple avec beaucoup de graisse notamment, mais aussi de protéines. Ça peut provoquer davantage de troubles digestifs et par effet rebond, réduire aussi la faculté à bien absorber les glucides qu'on va ingérer et implémenter. Donc, graisse, protéines, ça demande un temps d'oxydation beaucoup plus long à l'organisme. Et ça va entretenir ce phénomène de ralentissement de notre vidange gastrique, tout ce qu'on ne recherche pas lors d'un effort. En plus, il faut savoir que même pour un athlète
qui est très, très affûté, avec un taux de masse grasse très faible, euh, on a tous une réserve considérable de lipides au sein de notre organisme. Donc, cette réserve d'énergie, on l'a. Donc, il est plus intéressant de développer, entre guillemets, ces capacités de lipolyse, c'est-à-dire favoriser l'utilisation des graisses comme source d'énergie, que d'en apporter massivement, en fait, en exogène. Ça va être plutôt contre-productif. Donc, l'entraînement digestif, c'est quoi? Entraîner son système digestif, ça peut permettre à certains athlètes d'assimiler 80 à 120 grammes de glucides par heure d'effort. Ça, pour moi, c'est un exemple qui est extrême et on se réfère toujours aux exemples des athlètes de haut niveau ou des élites, etc., que ce soit en cyclisme, que ce soit en trail, etc. Mais c'est un exemple qui est extrême. On n'est pas tous des élites et c'est difficilement reproductible sur des épreuves qui vont être de plus de 24 heures, voire plusieurs jours. Tant d'un point de vue logistique, on ne peut pas se promener avec une remorque de produits énergétiques, mais aussi sur le plan digestif. Par expérience, ça ne fonctionne pas. Plus l'épreuve elle est longue et plus il faut être mesuré, notamment dans ces gros apports en glucides. Par contre, s'entraîner à augmenter ces seuils d'assimilation, ça c'est une bonne chose parce que ça va favoriser notre propension à bien oxyder les glucides et sur des épreuves d'ultra, on va maximiser nos performances parce qu'on va pouvoir apporter plus d'énergie sans souci digestif. Je m'explique. Si à l'entraînement, par exemple, vous arrivez à ingérer 70, 80, 90 grammes par heure d'effort, sur un ultra, je conseille de réduire un petit peu cette fourchette-là, mais c'est l'assurance de pouvoir, par exemple, apporter 40 grammes par heure d'effort, mais l'assurance de pouvoir l'apporter tout le temps sans problème digestif. Il vaut mieux apporter un petit peu moins, mais de façon régulière et prolongée, que de se dire je pars et je fais 80, 120 grammes de glucides à l'heure et je le fais 4, 5, 6 heures et après, ça ne va pas du tout parce que j'ai des problèmes digestifs. Donc, il faut être mesuré à mesure que l'effort, en fait, il s'allonge et on ne peut pas reproduire ce qu'on fait sur 3, 4, 5 heures. Ça n'a absolument rien à voir. Avec l'entraînement digestif, on va aussi construire un écosystème de digestion efficace. Donc, pendant notre phase de préparation, il faudra vraiment réserver une séance longue par semaine dédiée à cet entraînement spécifique pour valider et répéter notre stratégie nutritionnelle. En plus, il faut savoir que ce qu'on va consommer sur des efforts longs, des séances longues et ou intenses, ça va participer par anticipation à notre récupération en post-effort. Et je le vois bien trop souvent avec les athlètes que j'accompagne. euh, Au début, ben, en fait, je vois qu'il y a une consommation trop faible lors des entraînements longs, donc on essaye de rectifier ça. Et l'erreur de base, c'est vraiment de ne jamais manger ni boire à l'entraînement. Ainsi, on va perdre ses capacités de digestion lors de nos efforts prolongés. Donc, bien s'alimenter pendant les efforts longs, c'est vraiment important pour deux facteurs: construire ce système, cet écosystème de digestion efficace, mais aussi participer par anticipation à notre récupération en post-effort et pouvoir plus facilement enchaîner derrière sans avoir de soucis et sans avoir de fringales parce que ne pas manger assez à l'effort lors d'efforts longs notamment, ben, certains athlètes vont avoir des répercussions derrière, tant au niveau fatigue, etc., mais aussi peut-être se déverser vers des mauvais produits alimentaires pour récupérer, entre guillemets, la dette qu'ils ont creusée lors de cet effort. Donc, c'est important pour tous ces facteurs-là. Donc, la mise en pratique, ça va être quoi? La mise en pratique, ça va être augmenter
progressivement nos rations énergétiques au fil de nos entraînements. On va essayer de démarrer avec une fourchette plutôt basse, moyenne, en fonction de son passif et de ce qu'on est capable d'assimiler à l'instant T. Donc, plutôt partir sur une fourchette de 30 à 40 grammes de glucides, par exemple. Puis, chaque semaine, on essaye d'augmenter un petit peu le grammage. L'objectif, c'est vraiment de trouver en fait sa ration maximale tolérée, qu'on va pouvoir tolérer. Par exemple, si on démarre à 30-40 grammes et qu'on voit qu'à 70-80 grammes sur une séance longue, on n'a pas de souci, c'est qu'on est sur la bonne voie en fait. Et le but là-dedans, c'est vraiment de trouver cette ration énergétique maximale qui ne nous pose pas de soucis via les apports solides, semi-liquides et liquides. Ça peut être aussi, et ça c'est une notion qu'on retrouve particulièrement en ultra, c'est participer, partir, s'entraîner après avoir pris un repas. Euh, il faut habituer l'organisme à devoir réaliser un effort en phase de digestion avec un volume alimentaire et hydrique qui est important. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent. On doit être capable de s'arrêter pour se ravitailler de façon beaucoup plus complète avec des collations repas, puis repartir à l'effort. Donc, partir après avoir pris un repas lors de phases d'entraînement, ça peut être aussi une solution pour habituer notre organisme à devoir réaliser un effort en phase de digestion. Ça, c'est une notion qui est très souvent oubliée, mais pour éviter un petit peu tout ce qui est saturation, lassitude, on va essayer de favoriser vraiment la consommation de préparation qui apporte du plaisir gustatif. Et le plaisir de manger un produit doit faire partie de votre démarche parce que sur plusieurs heures ou jours de compétition, c'est pas la même chose que sur une fenêtre de 3-4 heures d'effort. Il faut vraiment pouvoir trouver du réconfort mental au sein de ces apports nutritionnels et varier. Varier, je le dis, c'est varier au maximum les préparations solides, liquides, avec des textures différentes, mais aussi des goûts sucrés, salés. Tout ça pour éviter ce fameux écœurement et cette lassitude qu'on peut retrouver en utilisant un seul et même unique produit pendant notre effort. Il faut savoir que vraiment, plus l'effort il s'allonge en fait, et plus la stratégie de glucides elle est différente. On ne peut pas comparer un effort de 3-4 heures et une épreuve d'ultra endurance. Donc, euh, le niveau d'intensité, il est plus faible, donc on va se rapprocher davantage quand même d'un fonctionnement un petit peu plus normal. Même si l'hypoglycémie réactionnelle, elle est limitée à l'effort, mais plus notre effort il est mesuré, et c'est ce qu'on va retrouver sur des épreuves d'ultra, on n'est pas dans de la très haute intensité, donc euh, quand même privilégier des produits avec des sucres de qualité à indice glycémique plutôt modéré pour essayer d'avoir une énergie diffuse, progressive. Donc, on n'est pas sur une épreuve courte et il faut adapter toujours sa stratégie en fonction du temps, mais aussi du niveau d'intensité qu'on va mettre. Pour optimiser la tolérance digestive, et ça j'en reviens, c'est-à-dire que il faut savoir que la formulation, si vous prenez des produits énergétiques de qualité, leur formulation notamment vous évite d'avoir cette problématique-là avec l'excès, par exemple, de fructose. Euh, pour optimiser cette tolérance, il va falloir éviter d'avoir plus ou moins 30 grammes par heure d'effort de fructose. On va utiliser plutôt un ratio recommandé de 2 tiers d'apport en glucose, donc les sucres simples et ou maltodextrine, qu'on va associer avec un tiers d'apport en fructose. Le fructose, on le retrouve principalement donc dans les sucres simples, qui est dans les fruits, le miel, le sirop d'agave. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est éviter de faire des fois ses propres préparations parce que si on n'a pas le bon dosage, on peut se retrouver justement avec cet excès de fructose qui peut causer des problèmes digestifs. Donc,
bien faire son dosage, c'est important si on fait ses produits soi-même, ou alors se tourner vers vraiment des produits de qualité. Et aujourd'hui, les produits énergétiques sont normalement dosés, si vous vous orientez vers quelque chose de qualitatif, pour éviter d'avoir cet excès de fructose et avoir le bon ratio justement en termes énergétiques. À l'effort, on va pouvoir utiliser différents substrats. Ça va être la barre, le gel, la boisson, mais aussi les ravitaillements en course personnels. Toujours voilà, dans la continuité du socle alimentaire du quotidien, choisir des produits sains avec des ingrédients plus simples, naturels possible. On évite d'avoir des produits avec une liste d'ingrédients longue comme le bras. C'est tout de même préférable si on veut être dans une notion de performance santé. La barre énergétique, comme je l'ai dit, voilà, qualité facilement assimilable, digeste. Il faut s'orienter vers ce type de produit, mais attention cependant à l'apport en fibres qu'elle peut contenir. Euh, Elle peut augmenter chez certaines personnes le risque de troubles digestifs, surtout pour les athlètes qui y sont sensibles. Donc là, dans ce cas-là, on va peut-être privilégier les apports semi-liquides, liquides, ou alors, bien évidemment, plus le temps d'épreuve il s'allonge sur la fin d'épreuve pour faciliter un petit peu le travail digestif, on va éviter d'avoir des barres énergétiques, mais plutôt passer sur du liquide ou du semi-liquide. Le gel énergétique, lui, il est très concentré en glucides, mais il est assimilé plus rapidement par l'organisme. Sur un effort long, ça peut entraîner potentiellement davantage de variations de notre glycémie, notamment aussi de façon individuelle chez les personnes qui sont sensibles. Et il est davantage, selon les sucres utilisés dans le gel, plus adapté à une épreuve courte, où on va avoir un besoin d'un apport de sucre disponible un petit peu plus rapidement. Par contre, ponctuellement, en alternance et de façon stratégique sur un effort long, il n'y a pas de souci. On peut le conserver pour son effet un petit peu boost, mais aussi pour passer une difficulté, pour limiter le travail digestif. Donc en alternance avec la barre, ça peut être tout à fait possible. Et bien évidemment, en fin d'épreuve, pour toujours être dans ce côté, je limite le travail digestif. La boisson énergétique, j'ai fait vidéos et articles et podcasts sur le sujet. Je vous invite à aller les consulter. Elle est très complète. J'explique tout ce qui concerne la boisson énergétique, comment elle doit être composée, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui présente de grand intérêt parce que elle va permettre d'apporter vraiment une énergie facilement assimilable, mais aussi et surtout d'optimiser l'hydratation de l'organisme quand elle est bien formulée. Donc l'eau simple, c'est pas forcément suffisant pour bien hydrater le sportif d'ultra-endurance. Donc globalement, choisir une boisson isotonique, goût neutre, peu prononcé, pour varier les saveurs aussi, éviter l'écœurement, toujours avoir des sucres de qualité, comme par exemple une maltodextrine, en association avec des glucides simples, glucose, saccharose, fructose, mais aussi un minéral qui est intéressant, c'est surtout le sodium. C'est déterminant pour bien hydrater l'organisme. Donc, je vous invite à aller revoir ce que j'ai expliqué sur la boisson énergétique. Ensuite, il y a la question des protéines, je l'ai expliqué tout à l'heure. Soutenir son effort juste avec des protéines et des graisses, ce n'est pas la bonne solution. Cependant, plus l'effort il s'allonge, bien évidemment, pour pallier un petit peu le manque d'apport de ration protéique, on peut avoir recours à ce qu'on appelle les BCAA. Donc, BCAA, c'est une famille d'acides aminés qu'on retrouve bien évidemment dans l'alimentation. Ils vont favoriser ce qu'on appelle la construction et limiter la dégradation, donc anabolisme, et ils vont limiter le catabolisme. Et potentiellement, ils pourraient limiter aussi la fatigue centrale. Euh, Bien évidemment, il faut toujours le tester, ça c'est important. Et par heure d'effort, pour que ce soit pertinent, plutôt de 1 à 3 grammes de BCAA plus des apports alimentaires complémentaires, on va essayer d'avoir 5-6 grammes
de protéines par heure d'effort. Pareil, j'ai fait une vidéo complète sur les protéines où j'explique un petit peu tout ça. Mais il faut savoir que avant de raisonner en se disant je vais apporter beaucoup de protéines à l'effort pour limiter la dégradation musculaire, apporter quand même un taux de glucides important, ça va permettre de saturer un petit peu nos réserves justement au niveau musculaire. Et donc le corps va moins aller taper déjà dans ses réserves parce qu'il aura à disposition une source d'énergie. Donc, bien évidemment, à mesure que l'effort il s'allonge, on va avoir une déplétion en glycogène, c'est indéniable, mais ne pas raisonner en se disant j'apporte que des protéines parce que j'apporte que des protéines et beaucoup de protéines parce que ça va impacter au niveau digestif, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et aussi potentiellement avoir une réduction à la faculté à bien oxyder les glucides après qu'on va apporter. Donc, toujours rester quand même dans la simplicité et le tester, voir si le BCA en complément est une bonne solution ou alors avoir cette ration protéique alimentaire, mais en restant sur des choses simples pour éviter de troubler le système digestif. Ravitaillement course et personnel. Donc ça, c'est très intéressant. Ça va permettre vraiment de couper avec la monotonie des gels, bars, boissons énergétiques. Et sur des épreuves de 24 heures et plus, c'est vraiment indispensable de consommer des aliments salés sous forme de collation repas pour amener à l'organisme des nutriments différents, notamment comme les protéines, mais on va rester sur quelque chose de testé et digeste. Donc ça aussi, c'est très individuel. Ça peut être mini sandwich, ça peut être du cake salé, des wraps salés, du sushi, il y a un shaker protéiné aussi. Voilà. Il y a plusieurs façons. Il faut aussi s'écouter, c'est-à-dire que je parlais du plaisir gustatif, mais aussi écouter ce que le corps nous réclame, c'est important parce que il nous envoie des signaux et c'est important de les écouter pour justement lui amener les bons besoins au bon moment. Donc ça, c'est une petite notion supplémentaire. Prévoir cette routine alimentaire quand on part sur des épreuves de plus de 24 heures comme ça à plusieurs jours, toutes les plus ou moins 4, 6 heures d'effort, c'est vraiment bien. Essayer d'avoir cette routine-là pour apporter autre chose à l'organisme. Quoi faire en cas de problème digestif? Alors, il y a quelques solutions. Déjà, pas de panique. Voilà, faut pas paniquer. Euh, il y a le temps. Si on part sur un ultra, on a le temps de se refaire en général. Donc, réduire un petit peu son niveau d'intensité, laisser du repos digestif, bien s'hydrater avec de l'eau pour favoriser cette vidange gastrique. Euh, et puis, on va reprendre progressivement les apports énergétiques par petites fractions. Alors, en privilégiant dans un premier temps le liquide, le semi-liquide, mais en essayant d'être un petit peu plus régulier dans les apports pour lisser un petit peu tout ça. Et on va réduire foncièrement le grammage de glucides à l'heure. Voilà, on laisse faire, on voit comment ça se passe. Et aussi, on va essayer de, quand on a la possibilité, de trancher avec le produit énergétique qu'on utilise, les produits énergétiques qu'on utilise, avec ce goût sucré, en apportant du salé. Et par exemple, le bouillon, ça peut être une très bonne solution, même si ça apporte pas foncièrement d'énergie en soi, mais ça peut relancer un petit peu ce système digestif mis à mal. Ça peut faire du bien, donc tranchez vraiment avec le goût sucré, apportez du salé, écoutez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, allez vers des produits qui vous donnent envie et, si besoin aussi, ne pas hésiter à faire une pause physique pour laisser du repos à l'organisme, le laisser, entre guillemets, se réparer. Et ça permettra après de repartir à l'effort et puis de se réalimenter correctement. Donc, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que c'est vraiment un des rouages essentiels si vous voulez réussir en ultra-endurance. La nutrition, là, on n'a parlé que du prisme de la nutrition à l'instant T, des entraînements ou de l'épreuve. Mais ce qu'il faut retenir, et ça, j'ai fait
plusieurs vidéos sur le sujet, plusieurs podcasts et articles. Et j'insiste toujours là-dessus, c'est que c'est d'abord en amont que ça se construit. C'est dans votre assiette du quotidien que vous construisez un écosystème de digestion efficace qui va vous permettre d'avoir de l'énergie, mais aussi d'avoir un système digestif qui est résistant à l'effort. Et je vous invite réellement à prendre soin de votre alimentation pour être dans cette notion de performance santé. Et souvent, on ne raisonne que à l'instant T des entraînements ou de la compétition, mais ça se construit tout au long de la saison et à long terme. Et c'est pas seulement une, 2 semaines avant qu'on se dit, ah bah tiens, je vais faire attention à mon alimentation. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc oui, là, j'ai voulu insister sur le prisme de l'alimentation à l'effort. C'est dans la continuité bien évidemment de la nutrition du quotidien, mais ne pas oublier que c'est seulement un des éléments et qu'il y a tout un tas d'éléments avant à mettre en place et respecter son corps au quotidien avec une bonne hygiène de vie, une bonne nutrition, un bon sommeil, une bonne gestion du stress, etc. J'insiste toujours là-dessus, mais c'est vraiment très, très important. Donc voilà, j'espère que la capsule vous a plu. N'hésitez pas, comme toujours, à me faire des retours, à me dire ce que vous en avez pensé. Je vais continuer sur ce type de format. J'aime bien avoir ces formats slides. Ça vous permet aussi, vous, de pouvoir éventuellement faire des arrêts sur image et de prendre des notes et puis de prendre toutes ces informations. Retenez que ça reste de la théorie aussi et qu'il faut toujours l'individualiser. Chaque personne, elle est différente. Donc, ne pas prendre toujours pour content ce qu'une personne va vous dire sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Il y a des bases communes, certes, mais ça évolue constamment. Donc, faites attention à ça. Faites attention aux informations que vous consommez. Et je dirais que aujourd'hui, on voit un petit peu quand même tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que je veux alarmer un petit peu sur les différents contenus qu'on peut retrouver et s'écouter, individualiser sa démarche, se faire accompagner aussi. C'est très important pour éviter de se retrouver avec différents problèmes digestifs, là notamment et de devoir peut-être abandonner son épreuve, mais j'irai même plus loin. Certains conseils donnés peuvent engendrer aussi des problèmes au niveau santé. Donc, attention au contenu que vous consommez. Voilà, ben écoutez, je vous dis à bientôt pour la prochaine capsule. Et n'hésitez pas, hein, partagez aussi, likez, likez les épisodes, c'est important, ça donne du crédit un petit peu à ce qu'on fait. Et prenez bien soin de vous en attendant. Salut!